Si j'étais pour vous poser la question « Qu'est-ce qu'un animal ?» à quoi pensez-vous? La réponse la plus commune, c'est que les animaux sont des organismes assez mobiles et actifs. Mais ce n'est pas vrai pour tous les animaux. Plusieurs d'entre eux sont assez sessiles ou sédentaires. Prenez ce corail, par exemple. Et puis, il y a les bactéries. Oh, excusez-moi. Comme ceux dans ce mouchoir, par exemple. Ou les 30 millions de microbes qui occupent chaque pouce carré de votre peau. Ils sont en train d'activement se nourrir et de reproduire. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Également, il y a même des plantes qui semblent être plus actives que ces animaux sessiles. Prenez cette Dionée attrape-mouche, par exemple. Donc, la définition de c'est quoi un animal n'est pas aussi claire que ça peut paraître. Pour comprendre ce que sont les animaux, il faut que ça soit vu d'un point de vue taxonomique, ou le niveau où ils se situent sur l'arbre de vie. Donc, si nous regardons ce que sont les organismes, nous voyons que toute la vie sur Terre est née lorsque les matériaux inorganiques ont coalescé en matière organique, qui pourrait être alors considérée comme une forme cellulaire. Et le premier matériel organique unicellulaire, les prokaryotes. Prokaryotes juste signifie des organismes simples et unicellulaires. Et ils sont regroupés en deux grands domaines. Les bactéries, étant les premiers organismes à évoluer sur Terre, mèneraient au domaine grand et important des eubactéries. Les archéis sont des organismes frères des bactéries. Ils sont unicellulaires et ils vivent dans des environnements hostiles, comme les volcans et les plaines salées, et les cheminées thermiques en eau profonde, et des places comme ça. Il y a environ 3,8 milliards d'années, les prokaryotes ont évolué sur Terre. Ils ont dominé la planète pendant presque 2 milliards d'années. Puis, il y a environ 1,9 milliard d'années, ces simples organismes unicellulaires ont évolué en organismes unicellulaires plus complexes que l'on appelle eucaryotes. Et les eucaryotes sont ceux qui ont des organites à l'intérieur. L'origine de ces organites est pensée pour être un processus endosymbiotique, où un organisme de type bactérien engloutirait un autre. Et l'un finirait par vivre à l'intérieur de l'autre. Il y a beaucoup de preuves pour ça, que les chloroplastes, les mitochondries sont de l'origine d'autres bactéries qui ont juste été incorporées dans ces cellules eucaryotes. Et le groupe d'organismes qui est connu comme unicellulaires eucaryotes sont des protistes. Ces eucaryotes unicellulaires sont apparus il y a environ 1,9 milliard d'années sous la forme d'algues. À environ 1,5 milliard d'années, donc pas longtemps après dans le grand schéma des choses, les premiers protozoaires ont évolué. Nous allons concentrer sur les protozoaires parce qu'ils sont de type animal et ils étaient très probablement les ancêtres des animaux, y compris, bien sûr, nous. Cependant, ils étaient encore unicellulaires. L'évolution de la vie multicellulaire est apparue à un moment donné après cela, entre environ 1,5 milliard et 700 millions d'années. C'est à ce moment que nous trouvons les trois principaux groupes d'organismes multicellulaires qui se distinguent par leurs trois modes de nutrition. Plantes qui fabriquent leur propre nourriture grâce à la photosynthèse, elles sont donc des autotrophes. Les champignons absorbent leur nourriture à travers des filaments appelés des hyphes. Ils sont connus sous le nom des saprophytes. Et les animaux ingèrent leur nourriture.
Donc, nous avons la définition de ce qu'est un animal. C'est essentiellement un organisme eucaryote multicellulaire qui ingère sa nourriture. Comme point de départ, cette définition nous permet de voir ce qui est un animal et ce qui ne l'est pas. Et aussi, de ce point de vue de l'évolution, d'où ils viennent. Donc, c'est la définition. Maintenant, si je vous demande de nommer des animaux, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un chat? Un chien? Peut-être une girafe? Peut-être un poisson? Ou un oiseau? Si c'est le genre d'animaux auquel tu as pensé, tu n'es pas le seul. Les humains, généralement parlant, ont tendance à penser que les animaux sont ce qu'on appelle des vertébrés, c'est-à-dire les animaux qui ont une colonne vertébrale. Il y a environ 50 000 espèces de vertébrés. Pourtant, le nombre total d'espèces animales est environ 1,5 million. Donc, si nous pensons à la proportion relative des vertébrés par rapport à tous les autres animaux, ils représentent seulement 3% du total de toutes les espèces animales. Par contre, quand nous, on considère les animaux, on a tendance à penser uniquement aux vertébrés. Pourquoi est-il ainsi? Je pense qu'il y a des raisons évidentes. Les humains ont une tendance innée à remarquer des choses qui reflètent son propre image. Et nous avons le sentiment de parenté. Nous avons de l'empathie pour leurs grands yeux et leur corps en fourrure ou à plumes, à leur famille unie et leur structure sociale complexe. Nous nous reconnaissons donc bien dans ce groupe relativement petit des animaux. En fait, si on consulte le diagramme circulaire de la diversité animale, on remarque que 3/4 des espèces des animaux sont des arthropodes. Il y a plus d'1 million d'espèces d'arthropodes. De ces arthropodes, la plupart sont des insectes. Et chez les insectes, la plupart sont des coléoptères. En fait, il y a plus que 350 000 espèces de coléoptères, qui fait qu'il y a plus de sortes de coléoptères que de toute autre sorte d'animaux. J.S. Haldane a dit que Dieu doit avoir une affectation démesurée pour des coléoptères puisqu'il en a créé autant. Mais les humains ne semblent pas partager ce sentiment, car nous, on apprécie plus des animaux qui nous ressemblent. Mais je pense que ça dit plus sur les humains que sur les coléoptères. D'après le groupe massif d'arthropodes, dont la plupart sont des insectes et la plupart d'entre eux des coléoptères, le deuxième plus grand groupe d'organismes est celui des mollusques. Il y a environ 100 000 espèces de mollusques. Nous parlons des escargots, des bivalves, des palourdes, des pieuvres et ces genres de choses. Ensuite, le plus grand groupe d'organismes animaux après les mollusques, c'est les nématodes, des petits vers ronds. Et les nématodes sont probablement sous-représentés parce qu'ils sont si cryptiques et cachés. Ils sont partout, à l'intérieur des choses, dans la saleté, dans l'eau, dans les tissus de presque toutes les plantes et les animaux. Donc, il est très probable que lorsque nous découvrons toutes les espèces et parviendrons à les nommer correctement, il y aura beaucoup d'ordres de magnitude plus de nématodes que de toute autre chose. Il est important à reconnaître que ce chiffre que j'ai mentionné, approximativement 1,5 million d'espèces animales, ne représente que les animaux qui ont été découverts et ou nommés de façon précise. Dans certains des cas, on est en train de séparer les groupes puisqu'on les avait mis ensemble dans le passé pour des raisons superficielles. On va explorer ce processus dans le prochain épisode sur la taxonomie, mais pour l'instant, on parle de la diversité animale. Et on remarque que dans notre graphique circulaire, les grands groupes des animaux contiennent également une structure hiérarchique. Nous avons tendance de penser que nous sommes importants dans ce groupe de vertébrés de l'embranchement des chordés. Un phylum ou les phyla sont les grandes divisions de tous les groupes d'animaux. Donc vous pouvez voir ici que des choses comme des étoiles de mer sont dans le phylum Echinodermata. Les moustiques sont des arthropodes, la classe insecte du phylum Arthropoda. Cette ancienne créature, le nautile,
est un type de mollusque. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une histoire de réussite évolutive. Il n'a pas beaucoup changé au cours des 500 millions d'années parce qu'il n'en avait pas besoin. Il est très proche avec le calmar et le pieuvre. Les vers tubulaires, les polychètes en particulier, ce qui signifie beaucoup de poils, sont des annélides, tout comme les vers de terre. Vous remarquerez que ces grands groupes sont structurés sur notre arbre phylogénétique. Nous allons explorer cela plus tard dans le deuxième épisode. Mais ce que vous reconnaissez, c'est que le cladogramme animal est essentiellement construit à partir de l'arbre de vie. Le site d'origine de la vie mène à ces prokaryotes très simples. Par ici, nous avons des plantes et des champignons qui sont associés avec des différents groupes de protistes. Et puis, ce que nous voyons ici, ce sont des animaux simples qui ont évolué en premier, comme des éponges et des méduses. Ensuite, il y a cet autre groupe par là-bas qui ont évolué une tête et des corps musculaires épais, y compris les vers plats et les mollusques, ainsi de suite. Par là-bas, ce sont des ecdysozoaires, qui signifie ceux qui perdent leur peau externe ou exosquelette. Et enfin, nous passerons aux deutérostomes, qui comprennent les échinodermes et les chordés, qui sont un grand groupe incluant les vertébrés. C'était donc un cours rapide et intensif sur ce que c'est un animal, comme nous parlons des animaux et ce qu'ils sont. Quand on demande d'où viennent les animaux, par contre, nous devons reconnaître que les animaux proviennent des lignées et que les lignées évoluent et ont des caractéristiques adaptives en fonction de l'interaction avec leur contexte écologique. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la lignée évolutive implique qu'il y a des formes ancestrales à partir desquelles ils ont évolué, et donc celles-ci impliquent certaines contraintes. Darwin l'a décrit comme de subtils changements de structure préexistantes qui sont une fonction de nouvelles exigences de ces environnements. Un environnement changeant, c'est un contexte écologique. Il s'agit des facteurs abiotiques et biotiques qui vont influencer la capacité d'un animal à survivre et à se reproduire, et donc à passer ses gènes qu'il possède. C'est une question de reconnaître que des contextes écologiques comprennent des propriétés qui vont fournir soit des opportunités ou plus souvent que non, des contraintes qui doivent être surmontées. Quand on parle des contextes écologiques, on parle surtout des types d'habitats qui existent, pour lesquels il y a 3 types d'habitats sur la planète, dont le premier et le plus important, c'est l'environnement marin. C'est parce que c'est le plus ancien des habitats. C'est là que la vie a d'abord évolué. L'environnement marin est caractérisé par sa taille énorme et son âge. La combinaison de l'immensité et de l'énorme quantité de temps qu'il existe depuis sont des facteurs importants pour l'évolution de la vie là-bas. Donc, il y a eu beaucoup de diversité et beaucoup d'évolution engendrées par cet environnement marin, cet environnement originel dans lequel la vie est apparue puis a évolué. L'une des caractéristiques de cet environnement marin est sa haute densité, qui fournit une flottaison pour les organismes. L'eau salée fournit un type particulier de flottaison qui permet aux animaux aquatiques de facilement rester à flot, plutôt que de couler vers le fond de l'eau. Cela peut sembler évident ou même sans intérêt, mais c'est une distinction importante à faire, car nous comparons l'évolution dans les environnements terrestres, qui ne sont pas aussi favorables et où la gravité est un facteur beaucoup plus important. La température ambiante dans les océans est relativement stable. Elle est protégée contre tout changement qui peuvent se produire en dehors de l'environnement marin, comme dans l'air. La température de l'océan ne change pas radicalement sur une base annuelle ou saisonnière.
C'est important pour les créatures qui y vivent, car il y a une stabilité environnementale constante en termes de température. Ensuite, il y a l'homéostasie osmotique, qui est le maintien de l'eau et des sels à l'intérieur et à l'extérieur du corps, et qui s'est régulé par rapport aux caractéristiques de l'environnement. Ainsi, en ce qui concerne l'eau et les sels, l'eau salée du milieu marin est largement isotonique ou osmotiquement neutre pour la plupart des animaux. Cela signifie que la concentration des sels dans l'eau marine est plus ou moins la même pour les animaux qui vivent dans cette eau. Par exemple, l'eau de mer contient environ 5% de sel, tout comme notre sang. Il n'y a donc aucun problème d'osmose ou de diffusion, de gain ou de perdre de l'eau et des sels. Donc, c'est un autre aspect stable de l'environnement marin. Une dernière limitation est l'oxygène. La concentration d'oxygène dans l'air est 20 fois plus grande que la concentration de l'oxygène dans l'eau. Donc, c'est un facteur limitant en ce qui concerne le potentiel pour de l'activité énergétique ou musculaire ou toutes sortes d'activités nécessitant une endurance basée sur la respiration, parce que la respiration cellulaire nécessite de l'oxygène. Donc, ce que cela signifie, c'est que les mers et les océans ne sont pas très propices aux animaux actifs, à moins, bien sûr, que ces animaux aient des moyens par lesquels d'évoluer vers des adaptations qui permettent un très bon, très fort transfert d'oxygène de l'eau à leur corps. Comme on le voit dans certains cas, comme dans les branchies des poissons, par exemple, qui sont certainement capables de se déplacer rapidement quand ils le veulent. Donc, le deuxième environnement le plus important est l'eau douce. En termes d'évolution, c'est un environnement plus récent, parce que les plantes et les animaux qui l'ont colonisé l'ont fait à une époque plus récente de l'évolution. Maintenant, c'est important d'y penser en termes de caractéristiques qui sont relativement nouvelles sur l'échelle de temps de l'évolution. Quand on pense au gradient osmotique, par exemple, il y a typiquement un stress osmotique pour les animaux en eau douce, parce que généralement parlant, ils sont hypertoniques à l'eau. C'est-à-dire que les animaux auront une plus grande concentration de sel dans leur corps que dans l'eau douce, et auront donc tendance à absorber l'eau, ou ils peuvent perdre leur sel. Donc, pour les animaux vivant dans cet environnement d'eau douce, il doit y avoir un mécanisme homéostatique, un mécanisme de régulation pour être en mesure de maintenir leur équilibre eau et sel. Contrairement à l'environnement marin, les températures dans les milieux d'eau douce ne sont pas stables. Elles ne sont pas tamponnées contre les fluctuations de température qui se produisent de manière saisonnière. Dans ces environnements d'eau douce, c'est principalement parce qu'ils ne sont pas aussi vastes ou aussi profonds, et donc l'environnement est beaucoup plus sensible aux changements de température de l'air et des conditions climatiques sur une base saisonnière. C'est donc très important si vous êtes un organisme vivant dans un ruisseau à l'extérieur d'Ottawa, ou dans les déserts du mi-ouest des États-Unis, où il y a des implications massives avec l'énorme variabilité de la température, des précipitations et du climat saisonnier de leur environnement. Ces habitats peuvent tous être des environnements extrêmement hostiles à certains moments de l'année. Et donc, des adaptations sont nécessaires pour que des animaux puissent y survivre. Une autre caractéristique de l'environnement d'eau douce est qu'il est plein de micro-habitats. Parce qu'il n'est pas aussi profond ou aussi large que l'océan, elle est aussi plein de tous ces habitats variés que des animaux peuvent utiliser. Par exemple, la zone benthique, c'est-à-dire la zone située au fond d'une masse d'eau
y compris la couche de sédiments. Ça pourrait être au milieu de la végétation aquatique émergente, ces plantes qui poussent dans l'eau près des rives des lacs ou des rivières. Ou sur des murs, des falaises, des rochers, qui sont un grand contraste avec les environnements marins qui sont essentiellement d'énormes étendues d'eau libre seulement. Ces microhabitats permettent le développement des niches écologiques et une évolution d'adaptation où certains organismes peuvent être des spécialistes dans ces habitats d'eau douce. Beaucoup plus que dans un environnement marin. Pourtant, tout comme pour les autres types d'eau, la faible concentration d'oxygène est toujours un facteur limitant. Donc, tout comme pour les animaux dans un environnement océanique, si un animal doit être actif à un haut niveau dans un milieu d'eau douce, il doit développer des adaptations qui favorisent le transfert d'oxygène. Enfin, l'environnement terrestre est l'un des milieux les plus récents à avoir été colonisé par les animaux. La caractéristique la plus marquante de l'environnement terrestre est que, aussi évident que cela puisse paraître, il est très sec par rapport aux environnements aquatiques. Et vous êtes lourd sur la Terre parce que l'air ne vous fournit pas la flottabilité. Il peut sembler quelque peu redondant ou même niaiseux de faire remarquer que l'air est plus sec comparé à l'eau, mais c'est l'une des principales différences des organismes qui quittent l'habitat aquatique pour vivre dans un environnement terrestre. Ils doivent s'adapter à cette sécheresse et bien sûr les conséquences sur la dessiccation, sur les tissus de la peau, les yeux, les surfaces respiratoires, des unités de reproduction, je parle des gamètes, les spermatozoïdes et les œufs, ainsi que les embryons. Tout cela est susceptible de se sécher si les animaux ne développent pas des adaptations. La prochaine grande différence entre un environnement aquatique et terrestre est bien sûr la gravité. L'eau a une capacité de flottaison. L'air, de notre côté, ne le fait pas. Donc la gravité est soudainement un problème dans un environnement terrestre et donc les animaux doivent développer des structures de soutien qui vont combattre contre la gravité. C'est une caractéristique importante de la vie sur Terre. Bien sûr, contrairement aux environnements aquatiques, l'oxygène dans l'air est abondant. Donc les animaux qui vivent sur Terre ont un accès beaucoup supérieur à l'oxygène pour la respiration. Ce qui signifie que les animaux terrestres peuvent, en principe, être beaucoup plus actifs parce qu'ils ne sont pas limités par le manque d'accès à l'oxygène. Cependant, même si l'air fournit plus d'oxygène que l'eau, il ne s'agit pas d'un tampon efficace contre la température, comme le fait une grande masse d'eau. Ainsi, l'environnement fluctue de façon saisonnière, en particulier dans les zones de climat tempéré. Comme nous le savons bien que la différence entre l'été et l'hiver dans un environnement tempéré peut être assez dramatique. Cela peut être un environnement hostile à certains moments de l'année, particulièrement en hiver. Les animaux ont besoin d'éviter cet environnement en hibernant ou en se cachant, ou de migrer loin, ou ils ont besoin d'adaptations qui leur permettront de survivre, comme des manteaux de fourrure, ou des systèmes thermorégulatifs qui les gardent au chaud. Donc, quand on parle d'un animal évoluant dans ces habitats, nous voulons dire qu'ils évoluent dans le but de satisfaire les besoins. Or, les exigences pour les animaux sont les mêmes que pour la plupart des autres organismes. Ils ont besoin de nourriture pour leur métabolisme, ils ont besoin d'eau pour rester hydratés, et l'oxygène pour la respiration.
Ils doivent être capables d'interagir avec leur monde par la détection de stimuli environnementaux. Ils ont besoin de se déplacer, au moins à un moment donné de leur cycle de vie, pour rencontrer d'autres compagnons afin qu'ils puissent compléter le cycle vital, afin de migrer vers différents habitats. Les animaux ont besoin de maintenir une homéostasie, qui est comme un genre d'équilibre dans les systèmes du corps. Le système thermorégulateur, système osmotique, système alimentaire, par exemple. Les animaux ont également besoin d'être capables d'expulser les déchets alimentaires et métaboliques, comme par exemple les produits toxiques qui dérivent de la dégradation des protéines envers des acides aminés et finalement l'ammoniac. L'ammoniac, c'est toxique pour les tissus animaux. Alors, ils ont besoin d'avoir un mécanisme pour enlever ceci de leur tissu pour que ça ne les empoisonne pas. Et bien sûr, de façon très importante, de compléter le cycle vital par la reproduction. Donc, tous les animaux ont besoin de faire toutes ces choses à un moment ou un autre de leur cycle de vie, et leur capacité à faire l'un ou l'autre sera certainement influencée par l'environnement dans lequel ils se trouvent et le bagage évolutif qu'ils transportent, ce qui représente soit des opportunités ou des contraintes. Les solutions peuvent être considérées comme des adaptations ou des moyens qui permettent d'accomplir ces besoins. La circulation peut être une solution pour l'homéostasie, pour distribuer des nutriments, pour se débarrasser des déchets métaboliques. La locomotion peut être un de ces moyens par lesquels se déplacer et s'engager dans la reproduction. Donc, on peut considérer ces solutions comme des adaptations animales qui les permettent de faire leur travail de façon efficace dans le contexte écologique et évolutif. Le processus qui règle la plupart de ces solutions s'appelle la diffusion. La diffusion, c'est le mouvement des particules d'une zone de haute concentration vers une zone de basse concentration. Et si on parle des besoins des animaux en termes de homéostasie, respiration, nutrition, etc., on parle du mouvement des gaz respiratoires, des particules alimentaires et l'élimination des déchets, par exemple. Les paramètres qui gouvernent le taux de diffusion sont organisés par une relation qu'on appelle la loi de Fick. Elle a été créée par Adolf Fick, un médecin allemand du 19e siècle qui avait aussi une formation en mathématiques et en physique, et qui a passé beaucoup de temps à disséquer des cadavres. Bref, d'après cette formule, la diffusion varie en fonction de la taille de la surface, ce qui signifie que plus la surface est grande, plus la diffusion peut se produire à travers cette membrane. Ça varie en fonction de la différence en concentration entre la zone A et la zone B. Donc, s'il y a une très grande différence en concentration, ça favorise une diffusion très rapide jusqu'à ce que les concentrations s'égalisent et la diffusion s'arrête. C'est vraiment la taille de la surface et la différence en concentration qui dirigent ce processus. Mais qu'est-ce qui empêche la diffusion? C'est la distance qu'elle doit aller. Plus la membrane est large, plus la diffusion sera lente ou moins efficace. Donc, vous pouvez voir comment les animaux peuvent modifier ces paramètres avec des adaptations évolutives qui favorisent la diffusion. Disons par exemple, les animaux dans l'eau qui ont besoin de diffuser de l'oxygène de l'eau dans leur sang. L'exemple des branchies de poissons ici est un moyen par lequel nous pouvons montrer comment quelques paramètres de la loi de Fick peuvent être modifiés afin de maximiser la diffusion. Donc, le premier moyen est d'augmenter la surface d'absorption. Chacune de ces branchies est recouverte de filaments hautement pliés, et ce pliage augmente la quantité de surface pour un volume donné. Donc, il y a plus de surface à travers l'oxygène peut se diffuser. Le deuxième est qu'il y a un mécanisme de flux à contre-courant où l'écoulement du sang est dans la direction opposée de l'écoulement de l'eau, ce qui signifie que le sang pauvre en oxygène est toujours en contact avec l'eau riche en oxygène, et cela favorise vraiment un taux élevé de diffusion. Pourquoi? Parce que ça maintient un gradient élevé de concentration entre les hauts niveaux d'oxygène dans l'eau et les faibles niveaux d'oxygène dans le sang,
et donc facilitant un taux de diffusion très élevé. Il s'agit donc d'une adaptation qui favorise la diffusion en manipulant certains de ces paramètres de la loi de Fick. Je parle de la ventilation de surface ici, parce que c'est ce qui se passe. Les branchies sont ventilées par l'eau. En fait, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de ventiler les poumons. Je fais rentrer l'air frais et sortir l'air résiduel. C'est essentiellement la même chose que fait le poisson, mais c'est juste que moi, j'ai l'air beaucoup plus niaiseux. Alors, ce que je faisais là, c'était j'essayais de maintenir un gradient élevé dans la concentration d'oxygène dans mes poumons comparé dans le sang pour vraiment favoriser un taux de diffusion très rapide. Un autre élément des animaux qui tentent à chercher leurs besoins par la diffusion, c'est que certains paramètres de loi Fick vont changer pour des animaux de différentes tailles. Surtout, on va voir que des grands animaux vont voir un changement dans le rapport entre la surface et le volume. Une autre caractéristique des animaux remplissant leurs besoins en ce qui concerne cette diffusion est que l'un des paramètres importants de la loi de Fick change dramatiquement quand les animaux deviennent plus gros et que la surface par rapport au volume change. Ainsi, lorsqu'un objet de même forme change de taille, le rapport entre la surface par rapport au volume change, dans le sens que les petits organismes ont une grande surface pour un volume donné, et les grands organismes ont beaucoup de volume avec moins de surface qui l'entoure. Et ce que cela signifie, c'est que la diffusion sera un défi pour les grands animaux, parce qu'il y a plus de volume pour la quantité de surface. Maintenant, s'il n'y avait pas d'adaptation, si les grands animaux n'étaient pas capables de satisfaire leurs besoins à cause de la limitation par la diffusion, ils ne pourraient tout simplement pas exister. Mais ils existent. Et c'est parce qu'il y a des adaptations qui modifient le rapport entre la surface et le volume afin de favoriser la diffusion pour les grands animaux et les permettant d'exister en premier lieu d'abord. Ces adaptations comprennent des choses comme des canaux de distribution. Donc, nous parlons des petits systèmes qui vont transporter des choses à l'intérieur pour que l'air et l'oxygène, les gaz, les nutriments, etc., ils n'aient pas à se diffuser tout par eux-mêmes passivement. Ils seront amenés là activement par des conduits, soit des systèmes circulatoires ou des systèmes respiratoires, par exemple. Une autre façon dont la loi de Fick est modifiée est par le pliage des surfaces et des voies de bifurcation. Et chaque fois que nous faisons cela, nous augmentons la quantité de surface pour le même volume. Donc, vous pouvez voir que ce sont des modifications de la loi de Fick sur les propriétés qui limitent la diffusion, afin de permettre aux organismes de diffuser là où ils ne seraient pas en mesure d'exister à des grandes tailles s'ils n'avaient pas ces adaptations qui favorisent la diffusion. Donc, ce sont quelques-unes des façons que les animaux s'adaptent. Mais d'où viennent les animaux? Pour comprendre notre place sur l'arbre généalogique de la vie, nous devons répondre à cette question. Avant la fin des années 1600, nous n'avions vraiment aucune idée de l'existence d'autres organismes qui n'étaient pas des plantes ou des animaux, autres que ce que nous pouvions voir à l'œil nu. Il y avait des animaux, il y avait des plantes, et c'était tout ce que nous connaissons qui existait. Des choses comme des champignons étaient considérées comme des plantes, et pourtant, que l'on sache, des choses comme des bactéries n'existaient pas. C'était jusqu'à un jour aux Pays-Bas, à la fin des années 1600, quand un scientifique amateur nommé Anthony van Leeuwenhoek a construit son propre microscope et a jeté un coup d'œil à une goutte d'eau d'un étang. À l'intérieur, il a remarqué toutes ces petites choses qui couraient dans tous les sens. Ils étaient invisibles à l'œil nu, mais à travers le microscope, ils étaient évidents.
Et pour Van Leeuwenhoek, ils semblaient tous comme des minuscules animaux. Il les a donc appelés animalcules. Fascinant! J'observe certains animalcules. Dans des corps entiers, j'ai vu un mouvement si rapide qu'il dépasse l'imagination. Ils étaient de la taille d'un gros grain de sable, et leur corps étant transparent, le mouvement interne pouvait être clairement vu. Entre autres choses, j'ai vu dans le corps d'un de ces animalcules un corpuscule rond et brillant, placé près de la tête et dans lequel on pouvait observer un mouvement rapide et merveilleux, consistant en une extension et d'une contraction. J'ai conclu que cette particule s'agissait du cœur. Les organismes qu'Anthony Van Leeuwenhoek observait étaient des protozoaires, un type de protiste, c'est-à-dire des organismes eucaryotes unicellulaires. Pour lui, les formes de vie microscopiques, comme celles qui vivent dans cet étang, semblent se comporter très bien comme des animaux. Nous voyons ces organismes unicellulaires se déplacer et interagir avec leur environnement. Ils ingèrent aussi leur nourriture. Ils semblent avoir des comportements. Ils sont actifs. Ils nagent partout. Il y a certains protozoaires plus petits, d'autres plus gros vont glaner des bactéries. Et donc, je pense que Van Leeuwenhoek a décrit des animalcules comme étant de minuscules petits animaux, et c'est approprié, parce que les protozoaires, comme ceux dans cette eau d'étang, sont probablement les ancêtres des animaux, y compris nous. Ils ressemblent et se comportent très bien comme des animaux, dans le sens où ils se déplacent, ils explorent leur monde et ils interagissent avec d'autres organismes. Ils recherchent et ingèrent leur nourriture, ils interagissent via des mécanismes sensoriels et défensifs. Sauf la différence ici, c'est qu'ils sont unicellulaires. Et donc cela, ça trahit la définition d'un animal comme étant un organisme eucaryote multicellulaire qui ingère de la nourriture. Ici, nous avons un organisme eucaryote, mais qui est unicellulaire qui ingère sa nourriture. Donc on pense à un moment donné, il y a environ 1 milliard d'années, certains de ces protistes ont évolué d'individus unicellulaires à des organismes pluricellulaires comme organismes coloniaux. Maintenant, la différence entre un organisme colonial et un organisme multicellulaire est qu'une colonie est composée d'un groupe d'individus qui sont en quelque sorte des coopérateurs, comme ces algues. Elles profitent l'une de l'autre mutuellement, mais ce n'est pas une relation obligatoire. Elles pourraient tout aussi bien vivre séparément. Alors qu'un organisme multicellulaire, comme vous et moi, par définition, ces cellules sont des partenaires obligés dans la mesure où elles ne peuvent pas survivre par elles-mêmes. Donc, si nous regardons un choanoflagellé, qui est un type de protozoaire colonial, il vit dans ses colonies sur une tige, où il attire de l'eau via de l'action du battement d'un flagelle, et des petites particules de nourriture se retrouvent collées sur son collier et sont ensuite envoyées vers le corps principal pour l'ingestion et ensuite la digestion. Si nous regardons des colonies de choanoflagellés comme les ancêtres de tous les animaux, cela a du sens, car on voit les animaux les plus primitifs de tous, les éponges. Elles sont essentiellement un agrégat multicellulaire de cellules spécialisées alimentaires, qui ressemblent, par hasard, beaucoup à la forme ancestrale que nous avons vue dans les choanoflagellés. Donc, en gros, l'intérieur de l'éponge est composé de toutes ces cellules dérivées des cellules choanoflagellées qui sont maintenant connues sous le nom des choanocytes, où elles sont toutes en train de battre leurs petites flagelles, elles aspirent de l'eau à travers les pores dans la paroi du corps de l'éponge, et qui amènent de la nourriture qui sont ingérées par ces choanocytes et ensuite distribuées par le restant de l'organisme. Et c'est essentiellement l'hypothèse de l'origine des animaux.
ayant évolué à partir des protozoaires unicellulaires ou des petits animalcules. Les animaux occupent une branche particulière de l'arbre de la vie, séparée des autres organismes par des caractéristiques qui leur sont propres. Les différentes sortes d'animaux qui existent de nos jours et tout au long de l'évolution sont regroupées en catégories basées sur les similarités partagées et les différences qui les séparent. Les animaux, y compris les animaux complexes comme nous, sont devenus la façon dont on est devenu comme une réponse adaptative aux défis et aux contraintes posées par leurs environnements et les habitats et à leurs propriétés physico-chimiques et biologiques qui sont inhérentes. Et ce besoin d'adaptation est ce qui a conduit à l'immense diversité de la vie animale sur notre planète. Environ 1,5 million d'espèces, une incroyable gamme.